Hello, je suis avec Aurélien Guichard, un CGP entrepreneur et auteur. Salut Aurélien. Bonjour, Karine. Ah, on va pas cacher aux auditeurs, je te connais parce que tu fais partie de ce fameux club Kite and Connect, pardon. Je salue d'ailleurs Laurent Witt, club que j'ai connu il y a pas longtemps et on s'est croisés au B2B Summer à Darla, parce que Tout tu à fais fait. du kite. Je suis passionné de kite, Tu es kite, effectivement. voilà. Et t'es passionné de kite, voilà, exactement. Et moi, je suis passionnée d'apprendre à faire du kite. Step by step. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, j'étais super contente de tomber sur toi parce que t'as un profil intéressant, évidemment, parce que t'as été CGP, parce qu'aujourd'hui, t'es chef d'entreprise et puis t'es aussi auteur. Donc, forcément, ça me parle puisque je suis aussi auteur. Mais parce que j'ai trouvé que t'étais un mec aussi vraiment rempli de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et tu vois ce Oui, que je veux dire ? je comprends tout à fait. Voilà. En off, j'étais en train de t'engueuler un peu parce que la bio que tu m'avais envoyée correspondait pas vraiment Je au mec confirme. que j'avais croisé. Et du coup, je me suis dit, putain, tu m'envoyais un truc vide un peu, alors qu'en vrai, t'es un putain de mec, quoi. Donc, on va revenir au début, si tu veux, Aurélien. Bien sûr. Tu viens d'où ? Alors, moi, je suis né à Tours. Ouais. J'ai... Tourangeau. Tourangeau, exactement. Au centre de la France. J'ai 48 ans. J'ai un enfant de 17 ans. Et je suis maintenant de nouveau en couple avec une formidable Italienne et on attend un heureux événement pour cette année. Donc l'année va bien commencer. En vrai, t'as une super année parce que t'as ce bébé en préparation, puis t'as ce bouquin que t'as sorti, Choisir l'investissement responsable. On va voir pour toi que c'est pas de l'opportunisme. Non, c'est pas de l'opportunisme, mais comme tu dis, c'était une très très belle année. C'était l'année du dragon d'ailleurs, c'est mon année. Ah ouais. Ouais, exactement. Ok. On m'avait prédit que ce serait bien et effectivement, c'était au-delà de mes espérances. Donc je suis Ok. très content. Et c'est beaucoup de projets qui sont concrétisés. Et c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. On a beaucoup de doutes. Mais en tout cas, quand ça se concrétise, on est super heureux que ça puisse se faire. Alors, on va revenir au début. Donc, t'es né à Tours. Ouais. T'avais envie de faire quoi quand t'étais jeune ? Alors, quand j'étais jeune, en fait, je viens, moi, d'une famille très modeste. Ok. Très, très modeste. J'avais des parents plutôt intellectuels, plutôt littéraires, un père un peu pas stable, une mère très protectrice. C'est quoi, pas stable ? Pas stable, c'était un père qui s'occupait pas vraiment des enfants, un père qui était absent, un père qui avait des problèmes personnels, etc. Et très vite, si tu veux, j'étais dans un environnement où eh bien, on n'allait pas au restaurant tous les jours, où il fallait faire attention aux dépenses. Et tout de suite, en fait, on était dans un environnement quelque part pas sécurisé. Et en fait, je me suis dit, si je veux pas demain avoir de problème, si je veux me sentir sécurisé, eh bien, il faut que j'aille vers des métiers qui vont peut-être me permettre d'avoir suffisamment d'argent. Et dans un premier temps, je me suis dit, il faut peut-être que je m'oriente vers des métiers autour de la finance. Donc, c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. Ah ouais, c'est marrant. Voilà. Et donc, ça vient pas de tes parents, ils t'ont pas donné une éducation financière, ils avaient rien placé en banque Pas du tout. Ah ouais. Alors, eux, littéraires, complètement éloignés. Artiste, un peu bohème. Voilà, exactement, Ouais, ok. éloignés de tous ces sujets-là. Alors, littéraire, quand même, il y a un lien, quoi, puisque tu écris un livre aujourd'hui. Alors oui, mais vraiment, Ouais. ça fait quand même beaucoup d'années maintenant. Euh, Ils n'ont pas écrit de livre, mais ils étaient très, très, très cultivés sur ces sujets-là. Et donc, c'est sûr que ça a dû forcément m'apporter une certaine ouverture d'esprit. Et puis après, Ok. je pense que c'est aussi d'autres rencontres qui ont fait que ça m'a permis d'aboutir à ce livre. Ok. Donc, tu t'échappes vite du cocon familial ou pour toi c'était un besoin viscéral ou en fait t'es parti tard, enfin raconte-moi un peu. Non, alors en fait, je fais mes études et puis après, rapidement, bien, tu sais, tu rencontres des gens et souvent, ça a des rencontres comme ça qui changent un petit peu les choses dans ta vie. C'est vrai. Et Des rencontres, mais aussi souvent quand vous venez ici me voir, vous me parlez aussi parfois d'une image. Je me souviens de Stéphane Van Nuvel qui m'a parlé d'un bateau, un voilier, et là il s'est dit tiens je vais faire de la finance et voyager, enfin tu vois. Une autre personne ça va être une couve de mag
avec crypto. Enfin, c'est marrant, tu vois. Donc, ça peut être très concret et ça peut être hyper conceptuel, quoi. Oui, complètement. Et alors, toi, donc, c'est quoi? Un homme, une femme? Moi, c'était plutôt un homme que j'ai rencontré et qui m'a vraiment dit, Aurélien, tu sais, t'as énormément de potentiel et tu devrais continuer dans tes études et t'as beaucoup de potentiel. Et donc, l'ambition, c'était quelque chose qu'on m'avait pas forcément inculqué. C'est sûr. Et donc, du coup, tout ça commence à cheminer dans ton esprit. Et du coup, après, j'ai aussi cette envie de quitter la France. Parce que en tant qu'étudiant, j'en avais un petit peu assez de cette mentalité française. Étudiant de quoi, d'ailleurs? Étudiant en école de commerce, sud de Corène. On avait un parcours international où on pouvait aller faire ses études à l'étranger. Pourquoi tu dis j'en avais assez de la France? J'en avais assez de la mentalité française, des gens qui râlent tout le temps, qui sont pas positifs, qui voient toujours les choses de façon négative. Donc tout cet environnement m'inspirait plus et j'avais vraiment besoin de voir autre chose. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a 20 ans, c'est à peu près ça, on est d'accord. Oui, exactement. Je pense qu'on est à peu près de la même génération. Moi, j'avais pas ressenti ça. Et j'étais aussi en école de commerce, tu vois. J'ai pas ressenti que les gens étaient aussi chiants qu'aujourd'hui à tout critiquer en France. Toi, tu l'as ressenti déjà? Moi, je le ressentais. Et j'avais envie de voir autre chose. Et donc, j'ai cette opportunité de partir à San Francisco. Je pars là-bas. Je fais une année de césure. Et là, c'est un peu la révélation. Alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une autre mentalité. Il y a des choses à prendre, des choses à ne pas prendre, des choses qui vous conviennent ou qui ne vous conviennent pas. Mais en tout cas, je suis revenu après un an aux États-Unis, mais avec une énergie débordante. D'accord. J'avais vraiment envie de tout réussir et j'avais envie de créer une entreprise. Je savais que je ne pouvais pas le faire tout de suite, il fallait que je gagne en expérience, mais j'étais vraiment rempli d'ambition, d'énergie et d'envie de réussir. Voilà. Mais donc, dans quel domaine, j'ai envie de te dire? Dans la finance. Dans la finance. Mais t'as fait quoi à San Francisco? À San Francisco, c'était une année... Super ville, d'ailleurs. Ouais, super ville, fantastique. J'ai l'impression d'être en vacances tous les jours. Voilà, c'était pas du travail, c'était des vacances. Non, mais il y a une âme. Il y a quelque chose un peu gangster dans les films. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a tout. Il y a des vieilles maisons, ce qu'on appelle les Painted Ladies. Et voilà, il y a de l'histoire, il y a des immeubles modernes. Ces putains de boulevards avec ces reliefs. C'est incroyable, voilà. Et puis après, il y a aussi toute la Californie, c'est superbe. Et donc après, je reviens... T'as bossé où alors là-bas? Là-bas, j'ai travaillé pour National Cars, j'étais responsable marketing. Rien à voir, j'ai envie de te dire. Rien à voir, voilà. Mais relations clients, et là, je me rends compte que je passe très bien avec les clients, que ça se passe très bien. Et donc, je reviens en France, et donc là, je commence à me poser pour me dire qu'est-ce que je veux faire. Donc, je voulais travailler dans la finance. J'avais été précédemment, quand j'étais en école de commerce, président d'un club d'investissement. Voilà, donc déjà, c'est un petit peu tracé. Un club d'investissement dans ton école? Dans mon école, voilà. D'accord, donc explique-moi, c'est-à-dire t'étais un peu l'expert comptable de l'école ou quoi? Non, alors en fait, tu sais, voilà, t'as des associations dans les écoles de commerce, et c'est très formateur. Et donc, il y avait une association qui était un club d'investissement, donc pour en quelque sorte investir en bourse. Et donc, à l'époque, ça m'a forcément intéressé. Et donc, j'ai proposé ma candidature. Puis après, j'ai ramené plein d'autres étudiants. Je les ai convaincus que c'était intéressant. Et on s'est retrouvé une très belle association autour de projets d'investissement. Et puis, on venait organiser également des événements avec des personnes qui travaillaient dans le milieu de la finance. Donc, voilà. Ok. Et ensuite, donc, revenant des États-Unis, je me lance. Donc, je suis indépendant. Je travaille pour des grandes banques qui s'étaient établies en France et qui cherchaient des profils indépendants. Donc, moi, tu vois, je reviens des États-Unis. J'ai pas besoin d'être salarié. J'ai envie tout de suite de commencer. Et l'aventure démarre. Je suis indépendant et je dois gagner ma vie. Je dois vendre des produits. Donc, on est vraiment à cette époque-là, je suis vraiment dans une approche très sales. Donc, on est là pour convaincre des gens et leur vendre des solutions. Voilà. Et donc, c'est un peu comme ça que le parcours a commencé. Et puis, à un moment donné, à force de vendre, tu dis, mais pourquoi tu vends? Et puis, tu as envie de donner des conseils, en fait, finalement. Et c'est ça qui te manque. Et pourtant, tes responsables, ils te disent, non, faut pas, on s'en moque de donner des conseils. L'objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de vendre. Et puis, c'est là où ça commence à coincer, tu t'y retrouves pas, t'es pas aligné avec toi-même. Et donc, du coup, tu commences à réfléchir et voir les choses différemment.
Et c'est à partir de 2007 où je me suis dit, en fait, ça ne me va pas du tout. Les marchés sont hauts, on continue à conseiller les clients d'investir en bourse, alors que pour moi, ça me semble être une hérésie. Juste avant la crise, quoi. Voilà. Et donc, je décide de monter ton propre fonds d'investissement. Ouais, mon propre cabinet de gestion de patrimoine, ouais, tout à fait. Ok, c'est pas rien parce qu'en 2007, c'est un peu flou encore. Il n'y a pas beaucoup de normes, c'est pas encore très labellisé. Enfin, tu vois, MIF n'existe pas. Enfin, réglementation un peu à ses prémices. Alors, oui, tout à fait, on en est vraiment à ses prémices. Il y a des méthodes à l'époque, c'est des méthodes très commerciales. Voilà, et donc, bon, après, il y a des gens qui ont toujours été très honnêtes, très, très carrés, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi. Et puis, voilà, puis après, comme je te le disais, c'est vrai que cette dimension de conseil, elle manquait cruellement, et moi, ça ne me convenait absolument pas du tout. Donc, je décide de créer Agora Finance. Et je ne la crée pas forcément au bon moment, parce que je la crée en 2007, et en 2007, c'est le crash financier. Début de la crise des subprimes. Donc là, ça commence à être très dur. Mais globalement, je crois que j'ai toujours créé des projets quand ce n'était pas les bons moments. Et finalement, à force d'acharnement, de volonté, de passion, finalement, les choses se font. Les gens, ils t'accordent leur confiance et tu arrives à les accompagner et bien les conseiller dans la durée. Comment tu as eu tes premiers clients ? En fait, j'ai récupéré des clients que j'avais précédemment rencontrés dans mes autres expériences et qui m'ont suivi, bien sûr, parce qu'on crée une très forte relation socio-affective. Donc, on est très proche des clients, donc ils te suivent et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Ok. Mais tu t'es lancé sur quelle classe d'actifs ? Alors, nous, on s'est lancé sur des multiclasses d'actifs. On était à la fois sur des produits actions, mais quand on est en 2007... Nous, notre discours, c'est de dire qu'il faut vraiment totalement alléger la partie action. Il faut se protéger énormément. Obligataire. Voilà, et puis après, il faut également aussi diversifier sur d'autres classes d'actifs comme de l'immobilier. Donc, à l'époque... IMO Assurance Vie à l'époque. Voilà, exactement. C'était vraiment très... Il y avait moins de spectres possibles qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de solutions qu'aujourd'hui. Un peu de Pinel aussi, j'imagine. Ouais, voilà, exactement. C'était une période. Alors moi, j'étais pas trop issu de l'immobilier, donc c'était pas trop... Après, tu vas le devenir, on va le voir. Ouais, tu vas un peu t'intéresser à l'IMO. Voilà, exactement. Puisque, effectivement, au fur et à mesure, ce que je vais chercher à faire au sein d'Agora Finance, c'est d'apporter en fait des pôles d'expertise pour pouvoir proposer à nos clients des solutions qui soient très complémentaires. Et comme nous, on est un métier en fait où on touche à beaucoup de domaines. On touche à l'immobilier, au financier, à la fiscalité. Donc, mais en fait, on ne peut pas être expert partout. Et donc, partant de ce constat-là, je me dis, en fait, le client, lui, ce qu'il veut, c'est de la réactivité, une personne qui va le suivre dans la durée, qui va toujours le connaître, mais il veut aussi un spécialiste. Et donc, c'est pour ça que ce que je vais faire, c'est au sein d'Agora, je vais créer des pôles, je vais recruter des personnes qui vont avoir des spécificités sur l'immobilier, sur les allocations d'actifs et sur la fiscalité, ou sur même le financement. Et comme ça, on va pouvoir créer des complémentarités, mais il y aura toujours une seule personne qui aura, je dirais, le lead avec son client, et puis après, on pourra compléter avec un expert. Comment est-ce que tu as catché les codes de la gestion de patrimoine? Parce que tu l'as dit en préambule, tu viens d'une famille très modeste. J'ai beaucoup de CGP ici en chef d'entreprise, hommes et femmes qui passent dans Passion Pat et qui me parlent justement du contact très jeune ou très tôt avec l'élite, avec une certaine catégorie de clientèle qui les ont forgés ou très jeunes qui étaient déjà à Neuilly, tu vois, et entourés de profils psychosociaux, surtout sociaux, déjà très normés, très codés, donc c'était très easy pour eux, tu vois. Et c'est marrant parce que je me souviens de cette conversation qu'on a eue tous les deux à l'aéroport. Ouais, oui, je me souviens très les jours du départ, en vrai, exactement, on s'est pas parlé pendant 5 jours. On s'est pas parlé, genre on s'est pas croisé, quoi. Ouais. Et je me souviens de ce mec qui est arrivé, qui m'a salué, ouais, salut Karine, on s'est pas parlé de ça. Et il y a quelque chose chez toi, alors le prends pas mal parce que je suis un peu pareil. Donc c'est vraiment, j'ai été touchée par ton humilité. Il y a un côté un peu imposteur chez toi, peur de l'imposteur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, très bien. Voilà. Et on sent en fait que
Mais à un moment donné, il y a cette rage que tu as, que j'ai captée, de dire ce que tu as à dire. Donc pour moi, tu es un putain de commercial. Ce que j'ai du mal par contre à cerner encore, c'est ta capacité à communiquer, ta force versus les concurrents. Mais on va en parler après. Ouais, d'accord. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose chez toi de l'ordre de la pugnacité et de la rage d'arriver à faire passer des trucs. J'ai l'impression que tu mords et tu lâches pas, quoi. Bah après, et alors tu as tout à fait raison. Tu lis vraiment bien à travers les lignes. En fait, je pense que ça vient aussi de mon enfance. Tu sais, j'ai redoublé, enfin tu le sais pas d'ailleurs, j'ai redoublé des classes et en fait j'ai toujours eu l'impression d'être en retard. Et tu vois, tu as toujours envie de te dire, bah tiens, tu as une sorte de revanche sur les autres. Et c'est ça qui donne un petit peu cette force et qui te dit, bah attends, non, moi aussi je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Et c'est un petit peu, ouais, cette envie permanente que tu nourris. Mais après, l'envie permanente aussi, je pense qu'elle se nourrit par rapport à des projets, par rapport à des visions. Parce que tu sais, à un moment donné, tu fais ton métier, si tu n'as pas de vision, après tu t'endors et c'est mauvais. Alors, moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une vision, quelque chose qui m'anime en permanence. Et je l'ai vu au fur et à mesure du temps. Donc, tu montes ce fameux Family Office, ton premier, indépendant, basé à Paris en 2007. Un an après, qu'est-ce qui se passe avec la crise? Est-ce que du coup, tu as surfé dessus et ça t'a aidé, puisque de ce que j'ai compris, tu es très résilient, ou est-ce que quand même tu t'es pris des bananes? Ah non, c'était très très dur. Parce qu'en fait, on arrive à un bon et un mauvais moment. C'est-à-dire qu'on arrive à un mauvais moment parce que les marchés s'effondrent, c'est la crise, les gens sont tétanisés. Et c'est un bon moment parce que c'est vraiment le moment d'investir. D'avoir des opportunités, bien sûr. C'est là qu'il faut y aller. Et donc, du coup, c'est réussir à convaincre des gens d'y aller maintenant. Ok. Voilà. Et donc les gens, après, ceux qui te connaissent depuis un certain temps, ils voient ils connaissent ton expérience, ils voient les résultats que tu leur as apportés, donc ils te suivent. Après, ce qui est le plus dur, c'est de convaincre les autres. Voilà. Bon, après, nous, on est dans un marché où on travaille beaucoup sur recommandations. Par la prescription, on a, tu sais, quand tu veux, tu me parlais de code, pour toucher des clients qui ont un certain patrimoine, ils sont surtout aussi amenés par des avocats, des experts comptables. Donc ça, c'est ces gens-là que nous, on a rencontrés, qu'on a démarchés, parce qu'on a vraiment des complémentarités. On a des clients qui ont besoin d'experts comptables et de fiscalistes, et vice-versa. Et donc c'est comme ça que, en fait, on a constitué notre clientèle et on a commencé à accompagner des clients. En 2015, tu es sélectionné par le magazine Décideur. C'est quoi? C'est toi qui les as sollicités? C'est eux qui sont venus te chercher? Est-ce qu'ils avaient remarqué ton cabinet de gestion? Comment est-ce qu'on postule? Alors, comment on postule? Alors, en fait, alors, nous, on n'a pas du tout contacté le magazine Décideur. Il n'était pas du tout dans notre scope, si tu veux. Et en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, et ce qui est le cas, puisque maintenant je participe à des jurys, c'est qu'en fait, à la base, le magazine Décideur, c'était un magazine qui sélectionnait les meilleurs avocats de la place. Okay. C'était vraiment focus sur les avocats. Ok. Donc c'est un de tes clients qui leur a parlé de toi, quoi. Après. Alors voire plusieurs clients. Et donc en fait, à force de demander à des avocats, bah tiens, on est en train de travailler sur un nouveau projet pour sélectionner des cabinets en gestion de patrimoine. Donc ce qui est une chose pas évidente parce que si tu veux faire une sélection, il faut pas que tu te trompes et que tu sélectionnes quand même des bons acteurs. Donc une des meilleures façons de le faire, c'est aussi d'aller voir des avocats qui sont très bien notés ou très professionnels. Et donc, a priori, quand on interroge ces professions, bien, il y a plusieurs fois notre nom qui est sorti. Et donc, c'est comme ça. Est-ce que tu sais ce qui a été mis en avant? Vos qualités, vos forces? Alors, pas du tout. Mais c'est fou, ça, tu t'es même pas renseigné? Si, mais après, voilà, non, mais au départ, on le sait pas, mais en fait, ils viennent te rencontrer, puis après, ils viennent te poser des questions. Et effectivement, il y a plusieurs éléments qui ont été, dès le départ, pour nous, très, très importants. La première, c'est la complémentarité, l'expertise
de Donc de c'est métier. ces fameux pôles que tu avais Voilà, créés exactement, qui faisaient voilà. qu'à la fois tu avais l'expertise et puis tu pouvais switcher de l'un C'est à ça. l'autre. Ça. Ok. On est dans un métier où parfois tu as des experts, des conseillers en gestion de patrimoine qui vont avoir vraiment un biais très financier, d'autres très immobilier. Nous, ce qu'on voulait, c'était pas du tout rentrer là-dedans. Et après, on avait aussi surtout cette démarche de conseil. Vraiment, pour nous, le conseil, c'était important. Et il y avait aussi un autre élément qui était important à l'époque, c'était la transparence. C'était que nous, dès le départ, on était en open book, c'est-à-dire que on disait à nos clients, bah voilà, quelle est la rémunération que va toucher notre cabinet. Ça, on vous le dit tout de suite, comme ça, il n'y a pas de sujet et on peut se concentrer. Pourquoi tu trouves qu'aujourd'hui, certains cabinets restent un peu obscurs là-dessus ? Ah oui, complètement. Aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de cabinets qui ne pratiquent pas les honoraires de conseil. Tu vois, par exemple, nous, c'est quelque chose qu'on pratique systématiquement. Parce que tout conseil mérite rémunération et c'est aussi une façon... Mais alors, qu'est-ce qu'ils font ? Après, on a tous, en plus de ça, une rémunération sur tous les actifs que l'on gère, ce qu'on appelle la rémunération sur encours. Et tout ça, c'est relativement complexe. Tu vois, quand tu regardes des documents juridiques ou réglementaires, il faut vraiment se pencher dessus pour comprendre. Et malgré les réformes réglementaires, ça reste toujours très complexe pour un client final. Donc, la meilleure façon de faire, en fait, c'est, nous, de notre côté, en tout cas, c'est d'établir des documents qui formalise la rémunération qu'on perçoit. Et ça a vraiment un effet bénéfique, parce que déjà, on est dans un métier d'argent. Donc l'argent, ça nécessite d'avoir de la confiance. Et pour avoir de la confiance, il faut qu'il y ait de la transparence. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place cette approche. Ok. Alors, ce qui est très intéressant aussi chez toi, c'est ton engouement, enfin en tout cas viscéralement, vers tout ce qui est produit responsable. Allez, le premier souvenir que tu as de ce moment où tu t'es dit, tiens, je me sens concernée et j'ai envie aussi de lier finance et environnement. Enfin... Alors, le premier souvenir, c'est quand tu t'informes énormément, tu lis beaucoup parce que tu es passionné par ton métier, donc tu veux suivre les tendances. Et là, tu lis des choses qui te choquent, en fait. Tu lis que, par exemple, les banques, c'est elles qui financent toutes les industries qui touchent aux hydrocarbures, qui détruisent la planète. Et là, tu te dis, mais en fait, tout l'argent... passe forcément par les banques et tout ça en fait sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, sans qu'on puisse le décider ou pas, en fait ça finance en partie une forme de destruction de la planète. Pourquoi tu dis ça ? Parce que quand tu investis et que tu finances des sociétés comme Shell, Chevron, ou quand tu investis dans des OGM, forcément je pense pas que ça soit quelque chose qui soit pérenne pour nous dans l'avenir. Et ça me touche d'autant plus parce que la gestion de patrimoine, dans sa signification, c'est comment transmettre un patrimoine existant aux générations futures. Donc, si tu commences à détruire ce que tu as aujourd'hui, comment tu fais pour le transmettre demain ? Okay. Donc ça, c'est la première chose qui m'a... Et puis après, la deuxième chose qui m'a aussi choqué, c'est quand tu voulais investir responsable à l'époque, parce que là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Et c'est un peu Tu parles de à l'époque, il y a 20 ans, parce que ça fait quand même 15-10 ans maintenant où ça s'est construit quand même. Mais par exemple, il y a 15 ans, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Pour aller trouver un investissement responsable... J'ai envie de te dire que c'était pas la mode encore, parce qu'il y a un vrai effet de mode aussi. Il y a un effet de mode, effectivement. Mais si tu voulais investir, c'était le parcours du combattant. Le conseiller, il était incapable de dire ce que c'était qu'un investissement responsable. Et aujourd'hui, quand c'est un effet de mode, je suis toujours surpris de voir des clients qui ont vraiment des surfaces financières et qui sont très intelligents, mais qui te disent qu'est-ce que c'est que l'investissement responsable. Attends encore, parce que moi c'est plutôt l'inverse que j'entends. Ah oui ? Non mais moi j'en ai encore, je suis toujours surpris. Alors peut-être que est-ce qu'il y a un profil type, un âge, une génération Alors ça a beaucoup évolué ces dernières années. Je te dirais que on a eu la vague des investisseurs qui ont entre 40 et 60, qui sont en fin de vie, qui se disent qu'ils ont profité énormément de la vie, puis là ils se disent il faudra peut-être un petit peu que
Qui se sentent concernés, quoi, voilà, d'un coup. que je donne l'exemple, en fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la première, vraiment, c'est la première tranche de personnes qu'on rencontre. Et puis ensuite, là, ce qu'on remarque, c'est vraiment la nouvelle génération. Ouais, 20-35, enfin 25-35. 25-35. Et là, aujourd'hui, les gens, ça fait presque partie d'un une obligation, quoi. Ouais, exactement. Morale, éthique. Et même, j'ai envie de te dire, un truc anxiogène. Oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que de se dire que leur argent puisse être mal investi, bah ça, ils se sentent pas alignés avec ça. Mais après, bien sûr, il y a aussi des gens pour qui il n'y a aucun écho vis-à-vis de tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'a priori. Hein. Il y a beaucoup d'a priori, parce que tu parlais de mode. En fait, le problème de l'effet de mode, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a du greenwashing. Il y a encore beaucoup de personnes qui sont persuadées que l'investissement responsable, bah, c'est moins rentable. Enfin, donc, il y a beaucoup d'idées reçues. Et c'est finalement aussi par rapport à tout ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que j'écrivais déjà beaucoup d'articles sur ces sujets. Et je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien quand même que les gens comprennent qu'ils peuvent gagner autant, voire plus, et davantage protéger leur épargne et investir mieux de façon positive. Alors moi, ce que j'ai noté, c'est dans ta préface, ce gap entre les 60% des Français qui ont envie, enfin en tout cas qui déclarent avoir envie d'investir socialement responsable, et la réalité qui est seulement 7% d'entre eux qui le font concrètement. Ce gap, c'est quoi ? C'est bon. Alors, on vient de t'entendre là, c'est qu'en gros, ils savent pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est pas aussi, depuis un certain temps aussi, qu'ils n'y croient plus, ou pas ? Est-ce que c'est pas justement la déception ? On le voit aussi d'un point de vue politique, le désintérêt depuis 3-4 ans. Enfin là, j'imagine que ton livre est réfléchi depuis au moins 10 ans, donc j'imagine que tu englobes un peu plus de temps en termes temporels. J'ai compris aussi, et ça tu le dis, mais c'est normal, c'est ton bise, qui sont mal conseillés. Alors ton livre est intéressant parce que ça pourra aider d'autres CGP ou des investisseurs à bien comprendre concrètement, j'imagine, avec des exemples. Je vais être honnête, tu me l'as porté, j'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire parce que ça m'intéresse énormément. Comment est-ce qu'on investit concrètement ? Tu parles de 12 conseils pour des placements durables et rentables. Ça veut dire que tu les as testés. J'imagine que tu les commercialises. Enfin, en tout cas, pas les conseils, mais peut-être les produits dont tu parles. Ça veut dire que tu as été visiter les sociétés, tu as été voir ce qu'elles font concrètement. Donne-moi un exemple. Alors déjà, merci pour tes questions, mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà pourquoi, quand tu as 60% de personnes qui veulent investir responsable, il n'y en a que 7% qui le font. Tu vois, ça c'est une première question. Alors, bon, déjà, les banques, beaucoup de Français, ils ont une relation avec la banque qui n'est pas très positive. Il y a beaucoup de réticences. Les Français ne sont pas aujourd'hui satisfaits des services de leur banque. Ils ont toujours l'impression qu'on leur vend le produit de la banque et que ce n'est pas dans leur intérêt, mais plus dans l'intérêt de la banque. Donc déjà, de base, on ne part pas sur une relation de confiance très forte. Et le deuxième élément qui est très fort, c'est qu'en fait, dans les études qui sont sorties, on montre que la personne qui va faire en sorte qu'on va investir dans des placements responsables, c'est le conseiller financier. Ça veut dire qu'en fait, nous, on est vraiment la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que si on n'est pas là, les gens ne font pas, dans une grande majorité des cas. Et le problème, c'est que les conseillers bancaires, ils ont une connaissance, mais extrêmement superficielle sur le sujet. Voilà. Et le plus dommage également, c'est que même dans notre profession, et je le vois, les confrères avec qui je travaille, avec qui on a beaucoup de complémentarité, ont aussi une connaissance relativement faible sur ces sujets. Alors, vous êtes quand même un petit peu maintenant, sur 100 émissions, j'ai au moins 5 ou 6 personnes CGP, mais en effet, tu vois, c'est que 5%. Je pense à Yael Caravaca. Bien sûr. Voilà, des profils, voilà, exactement, moins de force de planète. Et d'ailleurs, à chaque fois, mais je sais que tu vas pas aimer ma question, mais d'ailleurs, à chaque fois, je me dis, est-ce que c'est pas le bon plan à prendre, justement Et c'est pour ça que j'essaye de comprendre, parce que excuse-moi Aurélien, mais tu viens pas d'une famille d'agriculteurs, tu viens pas d'une famille, non mais tu vois, de gardes forestiers. J'ai pas senti chez toi un appel de la terre où je connais très bien Tours parce que j'ai la famille à Tours. Je connais très bien l'hôtel de l'univers d'ailleurs parce que ma maman a travaillé là-bas, tu vois. C'est pas une région oufissime en termes de champs, de culture, tu vois. Donc j'essaie de comprendre ce qui chez toi a été... et pourtant je sais que c'est sincère. Je te connais pas mais je le ressens.
Et donc, j'essaie de comprendre ce qui vraiment t'a éveillé là-dessus. D'accord. Tu m'as pas parlé d'une rencontre, tu m'as pas parlé d'un voyage où tu as vécu une catastrophe naturelle. Donc j'essaie de comprendre. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de responsabilités chez toi, qui vient de ton enfance, de ce petit garçon que tu as dû être, qui s'est dit, moi j'ai besoin de sécurité. Et donc peut-être que ça vient aussi, la sécurité vient d'être sur une planète responsable éthiquement, mais aussi plus qui te stresse moins, je sais pas, tu vois. Mais quand on fait du verre, il y a forcément quelque chose. Alors, si ça se trouve, c'est pas que l'environnement qui t'intéresse, mais vu la couve de ton bouquin, qui, pour ceux qui ne nous regardent pas mais nous écoutent, est en fait une forêt. C'est ça, ouais, voilà. Des arbres qui vont vers le ciel. Voilà, c'est quand même très connoté R. Voilà, mais de toute façon, il fallait choisir. D'ailleurs. Voilà, exactement, ouais. Non, effectivement, dans l'investissement responsable, il n'y a pas que l'environnement, tu le dis, il y a aussi le social. Gouvernance, voilà, social, mais voilà. Après, qu'est-ce qui, moi, m'a vraiment bousculé par rapport à ça, c'est de se dire, mais à un moment donné, c'est ce que je te disais tout à l'heure un petit peu en off, c'est bien de faire progresser le patrimoine de tes clients, mais c'est quoi le sens qu'il y a derrière tout ça et quelle est notre responsabilité? Et à force d'échanger avec ces clients, à un moment donné, tu dis, mais faut faire quelque chose, donc faut les concrétiser. Et donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, moi je me suis énormément intéressé à tous ces placements-là, que quand je regarde des sociétés de gestion, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont en portefeuille, dans quelle société, pourquoi ils ont sélectionné ces sociétés, quel est l'impact de ces sociétés dans lesquelles ils investissent au niveau social, au niveau environnemental, comment ces sociétés sont gérées. Donc tout ça, ça se construit, c'est pas... En fait, tu vois, tu peux avoir des démarches parce que tu as quelque chose qui t'a choqué. Moi, c'est plus quelque chose qui s'est construit avec le temps, en fait. C'est pas forcément j'ai eu un choc, c'est pas du tout ça, c'est au fur et à mesure de creuser le sujet, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à faire, comment on peut changer à notre niveau les choses. Alors, on va pas faire des grands changements, mais si chacun commence à le faire, c'est très bien. C'est comme, tu sais, le greenwashing. Bah oui, il y a beaucoup de sociétés qui font du marketing autour de tout ça, mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui font vraiment très très bien leur job, qui investissent dans des très très belles sociétés. Des exemples, il y en a plein, et il y a vraiment des impacts qu'on peut mesurer. Et si chacun, on regarde un petit peu où est-ce que va son argent, derrière, on va responsabiliser tout le monde. Et aujourd'hui, il y a la réglementation européenne qui responsabilise de plus en plus les entreprises et les sociétés de gestion. Et il faut maintenant convaincre les investisseurs finaux, quoi. Alors, ce que j'ai adoré, même si je ne l'ai pas lu ton livre, c'est le préambule, puisque dès la deuxième page, tu nous plonges carrément dans le bain, parce que tu nous parles de l'impact carbone d'un livre, d'un point de vue print, édition. Tout à fait. On sent que tu as bossé ton sujet et on sent surtout que tu as envie de marquer les mémoires. Et ça, je te tire mon chapeau parce que moi j'ai écrit 2 livres et je sais que c'est très difficile, on ne sait pas comment commencer, on ne sait pas comment le structurer, le hiérarchiser, donc je sais à quel point c'est galère. Ton livre donne énormément de chiffres, énormément de détails concrets, comme les labels ou la renta, la perf, et puis les différentes justement acteurs, mais aussi les enjeux, les opportunités. Donc, ça peut servir de manuel aussi pour tes compères, tes partenaires. C'est un guide, c'est un guide. Même moi, tu vois, je me suis même rendu compte que ces derniers temps, je reprenais mon livre. Je me suis dit, tiens, en fait, j'avais des chiffres qui étaient intéressants. Je vais le reprendre. C'est hyper pratique. Enfin, voilà, je suis hyper content. Ça t'apporte quoi d'avoir écrit ça? Est-ce que ça t'apporte... J'ai le sentiment, mais corrige-moi, est-ce que ça fait que tu resteras? J'ai un peu ce sentiment-là. En fait, si tu veux, pas du tout. Ah, pas du tout. Mais pas du tout. En fait, quand tu as écrit ton livre, bon, déjà, tu es très content de l'avoir écrit, mais tu te rends compte qu'en fait, je suis déjà sur autre chose. Il y a même des moments, je me dis, mais en fait, Aurélien, tu sais que tu peux t'arrêter, faire un stop et te dire, ouais, c'est quand même bien, tu as quand même écrit un livre, c'était quand même du boulot, tu as eu des doutes, tu n'étais même pas sûr en début 2024, moi, je n'étais même pas sûr. Je t'ai vu avoir des doutes, parce que à une soirée de Gaëtan Connect, on en a discuté, ton livre n'était pas encore sorti, ton livre maintenant est sorti,
édition Ellipse. Hein. Ouais, exactement. Tu sais le nombre de ventes que tu as fait ? Non, pas du tout. Ils te communiquent ça, je crois, un an après. Ah bon, d'accord. donc ok. Je te dirai ça dans un an. Mais t'étais vraiment t'avais le stress, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, voilà. Et puis, en plus, c'est des étapes. Tu connais ça comme moi, mais t'as l'étape de faire le livre, t'as l'étape de trouver l'éditeur. Une fois que c'est... Et puis après, il y a l'étape de la promotion, d'en parler, parce que c'est quand tu fais quelque chose, tu as envie d'en parler. Mais après, je te dirais que est-ce que j'en tire une grande satisfaction ? Oui, j'en tire une satisfaction, ça c'est sûr. Fierté quand même. Ouais, une fierté, mais en fait, je suis déjà sur autre chose. Tu vois, je suis déjà sur notre projet de livre avec une collaboratrice à moi sur l'argent et les femmes, par exemple. Ça, c'est un sujet qui me passionnerait, ou sur la gouvernance familiale, qui est un autre sujet qui est très important auprès de nos clients. Donc voilà, je suis déjà dans d'autres choses, mais... Alors c'est marrant, parce que du coup, tu passes de commercial à alerteur, hein, à lanceur d'alerte, et à guide au père que t'as pas eu, quoi, en gros. C'est marrant. Oui, après, tu sais, j'ai peut-être pas eu de père. Après, tu as des personnes qui se substituent un peu c'est sûr. À ce que tu n'as pas eu. Ça fait partie des personnes qui ont été un peu mes mentors et donc qui m'ont permis aussi d'évoluer. Je les remercie. Hein. Mais non, pour après, sur ce livre et sur les prochains projets, non, comme tu dis, je suis assez, j'ai plein d'idées. On ne pourra pas toutes les concrétiser, mais voilà. Mais l'idée, c'est d'en faire au moins quelques-unes, de concrétiser certaines choses, et ça apporte en tout cas une très belle satisfaction. C'est super. T'es plus aujourd'hui maintenant sur comment parler de ton métier, comment le raconter, comment aider tes pairs, comment construire un écosystème, que vraiment, je dis pas que tu fais pas ton job, hein, que vraiment dans ton travail au quotidien de relation. C'est quoi un petit peu la répartition ? C'est half-time, c'est... Alors aujourd'hui, donc, déjà j'ai la chance, on a un cabinet qui est très bien structuré. Donc, vous êtes combien ? Une douzaine de personnes. Ok. Donc on est très très bien structuré. Je peux m'appuyer sur des collaborateurs. À Tours ou à Paris ? À Paris. À Paris. Oui, on est à Paris. Ah oui, t'es revenu à Paris. Ah oui, je travaille à Paris, donc on est boulevard Malesherbes. Ouais. Et donc du coup, non, je suis très bien structuré. Donc ce qui me permet d'avoir vraiment ce temps aussi pour moi, ce qui m'a permis, parce que tu le sais, hein, comme moi, écrire un livre, c'est beaucoup de rigueur, mais ça me permet aussi d'avoir ce temps pour moi, pour effectivement parler de finances responsables, parce que il y a beaucoup de travail à faire. En fait, il y a beaucoup d'éducation financière. En France, on n'a pas la meilleure éducation financière qui soit, et de dire aux gens, si vous devez investir, c'est bien, faites-le, mais aussi investissez et posez-vous des bonnes questions sur comment le faire de la bonne façon qui soit. Mais toi qui es aussi habité par le sujet, pourquoi tu vas pas taper au ministère et essayer de faire un lien, un pont entre ministère de l'Environnement et pourquoi pas l'IMO aussi, et pourquoi pas budget, parce qu'en fait j'ai eu très peu de CGP, évidemment la chambre avec qui j'ai échangé, la CNCGP ou d'autres chambres, parce que c'est pas la seule, qui me dit que parfois j'ai eu un député aussi qui me parlait de Bruxelles, et on n'était pas les derniers en France non plus sur le sujet, mais en vrai, on n'a aucun ministère, on n'a aucun on n'a pas d'entité vraiment dédiée à l'investissement, et encore moins à l'investissement responsable. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu comme ça concevoir, créer, je te lance des idées, toi qui fous rien, tu vois, des idées, évidemment c'est l'inverse, des idées un petit peu comme ça pour aller bousculer un peu la politique, tu vois, alors c'est vrai qu'on se sent un peu, moi je me sens un peu loin de tous ces sujets. Mais pour autant, t'as raison. Tous les jours, tu pallies aux conséquences. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est ça qui est dingue. Oui, non, mais complètement. Après, il y a quand même des mouvements qui se créent, tu vois. Il y a le mouvement des AFR, tout ce qui est association de la finance responsable. Donc ça, c'est des mouvements qui se créent. Effectivement, c'est des très bonnes idées que d'aller effectivement solliciter les pouvoirs publics sur ces sujets-là. En fait, moi, je suis effarée, mais je me suis dit que j'allais faire un grand talk cette année là-dessus. Oui. De voir à quel point les institutions, enfin le gouvernement, est loin des préoccupations
Alors, à part parler de leurs dettes et de leurs propres dépenses, hein, on parle quasiment pas d'investissement, on parle quasiment pas de patrimoine, en tout cas en sens dans le terme financier. Donc il y a vraiment un peu deux mondes. Il y a le monde du business, il y a le monde politique, et au milieu il y a l'éducation où ça, si j'ai entendu qu'ils allaient faire 1 ou 2 cours, enfin un petit peu pour éduquer, mais enfin quand je vois les cours de géo qui se résument à comment utiliser un GPS, ça me fait pleurer. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une petite révolution à faire, un groupe à créer qui, au fur et à mesure, aurait une vraie voix et un porte-voix, tu vois? Je ne sais pas, mais et du coup, qui fait que ça pourrait faire aussi évoluer la réglementation, ça pourrait faire évoluer aussi les nomenclatures, le statut de CGP, peut-être aussi la fiscalité, je ne sais pas, tu vois, je sais pas. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont prises vraiment au niveau de Bruxelles, quand même. Et la France, y participe, mais c'est pas... c'est vraiment Bruxelles qui est le moteur. Et effectivement, qu'il y ait des incitations fiscales sur, par exemple, l'investissement responsable, ça pourrait être vraiment des très bons moteurs. Et pour lancer des dynamiques, il y a eu quelques évolutions, il y a eu quelques lois qui ont été votées, notamment en France, pour pousser les banques et les compagnies d'assurance à proposer systématiquement dans leur solution un investissement responsable à leurs clients. Il y a aujourd'hui un questionnaire qui est obligatoire pour connaître la sensibilité de l'investisseur sur ces sujets-là. Ouais, mais attends, Aurélien, je t'arrête parce que moi, en fait, ce questionnaire, je l'ai rempli 6 mois après avoir commencé à travailler avec mon CGP, parce qu'il fallait qu'elle ait le document ou qu'ils aient tu vois, enfin attention, tu vois, c'est pas pour tout le monde pareil. Nous, tu vois, un document comme ça, il est signé avec tous les autres documents. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas ça qui va changer. C'est des débuts, mais comme tu le dis, tu vois, entre signer un document pour te dire quelle est votre sensibilité et une incitation fiscale. Comme tu dis, il y a une solution qui peut avoir un impact beaucoup plus important et motiver beaucoup plus de gens. Non, mais je dis juste ça parce que tu écris un livre qui est intéressant, qui va aider beaucoup, qui va être en effet peut-être un moyen d'aller chercher des infos avant un rendez-vous. Et puis en fait, si ton livre il s'arrête à quelques milliers, c'est tout le mal que je te souhaite. Hein. Moi, je suis restée à quelques centaines de lecteurs. C'est déjà bien, tu vas me dire. Parce que vu que tu es positif, tu vas me dire que c'est déjà suffisant. Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est aussi un coup d'épée dans l'eau. Enfin, je veux dire... Tu fais pas ce livre pour rien, tu fais pas ce livre pour que les choses ne changent pas. Donc, je sais pas. Bon, après, pour toi, c'était déjà un premier step. Oui, c'est un premier step, mais tu as tout à fait raison, effectivement. Faut pas... sky is no limit, quoi. De temps en temps, faut pas non plus se dire, bah tiens, je fais mon livre, mais ça peut être aussi un moyen de sensibiliser, effectivement, les pouvoirs publics. Après, il faut avoir une démarche. Et après, je t'avoue quand même qu'aussi, c'est une question de temps, parce que tu parlais de temps, on a quand même notre métier, on a quand même nos clients, on a quand même tu vois, une qualité de service à rendre à nos clients. Et je ne peux pas me consacrer à 100% sur ces sujets de promotion ou d'influence. Donc, alors, tu vois, c'est intéressant parce que tu fais quelque chose avec un message à faire passer et puis tu vois en même temps que c'est difficile à joindre les deux bouts. Vous êtes nombreux ici à tenter d'aller sur un autre projet, peut-être à vouloir écrire un livre. Toi, tu t'es posé la question de ça va me prendre du temps. Est-ce qu'il y a des moments donnés tu as voulu arrêter parce que tu te sentais dépassé? Combien de temps ça t'a pris déjà d'écrire un livre comme ça? Un livre comme ça, c'est à peu près 2 ans. 2 ans, parce que entre le moment de le concevoir, le moment de te prendre du temps, c'est à peu près 2 heures chaque jour. C'est beaucoup de recherche. Alors, parce que tu vois, c'est un peu différent d'un roman bien sûr. C'est ta plume. Et je dis pas que c'est facile non plus, parce que faut tourner les phrases aussi. Bien sûr. Là, c'est un peu plus classique, mais c'est beaucoup de recherche et surtout de croiser les données, parce que tu vas donner des chiffres et ces chiffres, ils doivent être exacts. Et quand tu vas chercher des informations, tu peux aller chercher des informations sur des livres, mais les livres, ils sont déjà obsolètes. Donc tu vas aller sur Internet, parce que c'est là où tu as la donnée qui est la plus accurate, la plus neuve. Mais cette donnée, tu dois la revérifier. Donc ça prend un temps, prend un temps fou. Je comprends. Et donc c'est partager ce temps entre recherche, écriture, structuration et relecture. Voilà, donc c'est vraiment, et c'est vrai, comme tu le dis, dans ce livre, il y a des moments, tu lâches. Il y a des moments tu
t'arrêtes parce que t'es saturé en fait, hein. Clairement t'es saturé, et puis après t'as toujours cette vision qui t'anime, et comme t'as commencé, eh bien, et puis comme tu me l'as dit et tu le sais, bah, je lâche rien, et je me suis dit mais non, faut aller jusqu'au bout, enfin tu fais ton maximum, et après tu verras ce qui se passe, ça se passe ou ça se passe pas, mais au moins t'auras aucun regret parce que t'as fait ton maximum. Aurélien, on est presque arrivé à la fin. Ça passe vite. Ouais, t'as vu. Hein. J'ai une question nouvelle que je vais baptiser avec toi. Bah, vas-y. On avait testé une fin 2024, j'en teste une Voilà. début 2025. En vrai, non, je suis menteuse parce que je crois que je l'ai déjà posée à 2-3 fin de l'année dernière. D'accord. Avant de commencer, je t'ai dit, tu verras, tu me renverras plus la même bio après ton passage Ouais. ici. Je voudrais savoir un truc que ce podcast t'aura appris sur toi ou t'aura un peu réveillé de toi. Si c'est le cas. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, dans ce podcast, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on se sent déjà très à l'aise pour parler de sujets très très personnels. Donc là, je les ai effleurés parce que on mélangeait vie personnelle, professionnelle, mais c'est effectivement d'aller creuser, d'aller fouiller dans des sujets où on peut parler vraiment en toute sincérité. Et c'est vrai que on en parlait en off par rapport à cette bio, tu vois, effectivement davantage de parler de soi-même sans filtre. Et je trouve que ça permet comme ça que les gens te connaissent vraiment de façon entière en fait. Voilà. Et c'est vrai que ce podcast, la façon de parler avec toi, tu as des questions assez directes, et ça c'est super sympa. Et puis on se sent très à l'aise en tout cas pour y répondre. Ouais, mais qu'est-ce que du coup, qu'est-ce que tu t'es rappelé aujourd'hui que tu avais oublié pendant longtemps? Qu'est-ce là, qui est revenu et qui peut-être va maintenant te réhabiter dans ton job? Tu vois, ton enfance, ce qui te donne goût à vouloir te dépasser, un peu ce qui t'a manqué dans ton enfance. Tu l'avais oublié. Ouais, tu sais, tu le mets de côté. Ouais, les souvenirs un peu négatifs, tu les mets de côté parce que pourtant, c'est ça qui t'a amené là où t'es. Et ouais, exactement. Et vous l'oubliez tout le temps, en fait, ça. Ouais, complètement. Oui, voilà. Vous l'oubliez ou vous mettez un chapeau dessus, quoi. On met un chapeau dessus. Voilà. Après, maintenant, tu vois, je pense qu'on arrive. Moi, j'arrive bien à vivre avec. Enfin, et j'arrive vraiment. Et j'ai conscience qu'en fait que ça m'a construit et que c'est finalement des moments durs dans ta vie, finalement ils t'apportent aussi beaucoup de positif. Je suis très à l'aise avec ça, mais c'est vrai que c'est bien de temps en temps de se les remémorer parce que ça te permet de savoir d'où tu viens et où est-ce que tu veux aller. Dernière question, est-ce que tu vas faire écouter ce podcast à ton papa? Alors, mon papa, il est plus de ce monde, excuse-moi. mais c'est pas grave. Moi non plus. Mais je vais le faire écouter à mon grand-père qui sera vraiment super content. Il comprend ce que tu fais, ton grand-père? Ah oui, il comprend un petit peu. Oui, bon, dans les grandes lignes. Mais non, mais il comprend les très, grandes très lignes, bien. ça veut dire que tu lui as dit quoi? Tu lui as dit j'aide les gens à gérer leur argent, c'est ça? Oui, très bien. Tu sais, il voit bien, je m'occupe de son patrimoine. Et, il me demande des comptes. Ah ouais, il a 95 ans, toute sa tête. Donc, quand même, il suit les choses. Donc, non, grand-père paternel ou maternel? Paternel. Ok, donc ça a d'autant plus de force pour toi. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait, complètement. Merci Aurélien. Aurélien Guichard était avec moi aujourd'hui. Je vous invite vraiment les amis à aller acheter son bouquin et à le suivre aussi parce que du coup tu communiques, tu fais des news. Oui, je communique. On essaie de communiquer régulièrement à travers les réseaux sociaux. Principalement LinkedIn quand même. Ok, je vais vous engueuler, je vais t'engueuler aussi, arrêtez d'aller que sur LinkedIn, tu sais c'est hyper important. Un profil comme le tien en plus avec un livre, sur Insta ça marche très bien. TikTok aussi, moi je commence à y aller et Dieu sait que j'ai été réfractaire. Parce que en fait il y a une vraie communauté et une communauté très active d'investisseurs. Donc vraiment ne dénigrez pas ces réseaux qui vous semblent un peu trop ludiques ou un peu passés, je sais pas, professionnels, parce que je vous assure qu'il y a vraiment une communauté j'avais pas de réticence, mais effectivement... C'est du temps. Non, pas forcément, parce que le temps que tu passes pour faire quelque chose sur LinkedIn, tu peux aussi le passer sur Insta, mais c'est vrai que je me posais la question, et non, c'est intéressant d'avoir ce point de vue, Choisir l'investissement responsable aux éditions Ellipse. Allez vite acheter le bouquin d'Aurélien. Moi, je vais le lire ce week-end. Si vous avez envie justement d'avoir un petit peu plus de billes à donner pendant vos rendez-vous, si vous avez envie, vous aussi, peut-être de faire de l'investissement responsable, que vous n'en faites pas encore parce que vous n'aviez pas les armes. Je pense que c'est un premier bac pour les nuls, quoi.
Exactement. C'est Bah, voilà. vraiment, c'est vraiment pour, comme tu dis, pour avoir des clés très simples à mettre en place et faire des investissements plus positifs. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Karine. Salut. À bientôt.